Moi j'écris depuis que je suis très petit, très jeune, mais j'ai d'abord écrit des pièces de théâtre, mais pour moi, j'écrivais de la poésie à titre personnel aussi, mais je n'ai publié de la poésie qu'à partir de 2003, c'est-à-dire il y a combien d'années, une vingtaine d'années seulement. J'ai d'abord écrit des romans. C'était quelle année? 2003 pour la poésie. Oui. Et depuis, je continue d'ailleurs à écrire des romans aussi, mais j'écris, je publie régulièrement de la poésie. Mais la première fois que j'ai publié un livre de poésie, ça s'appelle Vent contraire, aux éditions du Merchet, c'était en 2003. Et c'était un livre que j'ai pensé que je pouvais publier. J'ai d'ailleurs réutilisé dans ce livre un ou deux poèmes que j'avais écrits plus tôt. Mais c'est la survenue dans ma propre vie d'événements violents et douloureux qui m'a conduit à publier de la poésie. Les auteurs qui m'ont marqué, Si, il y en a. il y en a bien sûr évidemment. On apprend à écrire en lisant par définition. Et donc il y a deux choses qui sont nécessaires je trouve pour écrire, c'est de lire, d'avoir beaucoup lu, de lire beaucoup, et essayer de comprendre comment fonctionne la langue, et plus particulièrement la grammaire. Moi j'avais des difficultés avec la grammaire quand j'étais plus jeune, et donc comme j'avais beaucoup de difficultés avec la grammaire, j'ai décidé de l'enseigner. Donc j'ai fait des études de linguistique et j'ai enseigné la grammaire pour me l'apprendre. Et j'ai jamais vraiment complètement réussi à maîtriser la grammaire, parce que la langue est un outil remarquable, mais c'est un outil qui est illogique. Or la grammaire, c'est une tentative de rendre logique une matière qui ne l'est pas. Et donc on est toujours dans des difficultés, dans un hiatus, une contradiction entre l'ordre grammatical qui est nécessaire pour s'appuyer sur une logique et la réalité de la langue qui est mouvante et très souvent illogique, en tout cas en français. Et la question c'était quels sont les auteurs qui m'ont marqué. Moi j'ai beaucoup de... Gérard de Nerval est un auteur qui m'a marqué, Nerval. Antonin Artaud, beaucoup. Les Russes en règle générale, j'ai beaucoup lu et beaucoup apprécié, mais ça c'est plutôt dans le roman. La poésie de Villon, voilà, François Villon, les troubadours, les troubadours français, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais en tout cas Artaud, Nerval, Nerval parce que c'est à la fois un poète assez complexe et un homme qui est capable de raconter une balade au bord de la rivière ou dans un village avec beaucoup de précision, beaucoup de beauté. Voilà. Comment tu écris tes poèmes, le processus de création? En général, il y a une phrase qui s'impose, c'est-à-dire un certain nombre de mots, quelques mots ou une phrase qui s'impose, et c'est ainsi que le poème commence. Cela dit, ce n'est pas une règle absolue, parce que ça peut aussi être qu'un sujet m'intéresse, ou une réflexion m'intéresse, ou une espèce de tension mentale, une idée m'intéresse, et je me mets à écrire autour de cette idée. Et donc ça dépend des travaux. Par exemple, j'ai écrit récemment un ouvrage de poésie qui était paradoxal. J'écoutais une série américaine le soir avant de me coucher, et le livre s'est créé de la façon suivante. J'avais une idée de ce que je voulais dire, mais j'écoutais une série et après et j'écrivais toujours un poème après. Tous les soirs, j'ai écrit un poème après avoir écouté cette série, qui n'a pas de rapport avec la série. Simplement, c'était un peu comme une façon de me rebeller, moi, en tant qu'écrivain, contre l'emprise que le pouvoir de la série médiatisée, enfin,
tout ce qui est les séries télévisées, enfin, dans les ordinateurs qu'on connaît, qui sont une espèce de drogue. On mange de la fiction, série bien faite, en général c'est extrêmement bien fait. Je voulais y répondre par un écrit. Et donc j'ai écrit un ouvrage entier qui s'appelle Blackout. Et donc c'est très particulier comme façon d'écrire, c'est pas ma façon habituelle. Est-ce que tu travailles sur tes poèmes? Par exemple, il y a certains qui disent que dès qu'il l'écrit, c'est terminé, il ne touche pas, non, et les autres... Non, j'écris un poème ou j'écris plusieurs poèmes. En général, j'écris la totalité du livre. Moi, j'écris plutôt des livres de poésie. C'est-à-dire, c'est la totalité qui m'intéresse. J'écris, je laisse un peu reposer et puis je reviens dessus et je travaille. Et en général, je travaille en élagant, c'est-à-dire en réduisant, en coupant, en enlevant. Je ne rajoute pas, j'enlève. Et je passe 10 fois, enfin, je veux dire, jusqu'au moment où c'est jamais parfait, mais où ça va, et surtout, après je le profère, c'est-à-dire je le lis à haute voix, et si possible devant quelqu'un pour voir si ça marche. Si je suis arrivé à l'os, c'est-à-dire à l'endroit le plus... où je peux pas... Ça ne veut pas dire qu'il soit bon, ça veut dire qu'il ne sera pas meilleur. Voilà. Voilà. Oui, je reviens beaucoup dessus. Qu'est-ce que tu penses à propos de la poésie actuelle francophone? Je pense, c'est difficile de dire ce qu'est la poésie actuelle francophone. Ce qui est certain dans le monde de la poésie actuelle contemporaine en France, c'est que tu as des orientations très différentes. Tu as une poésie qui existe toujours, qui est issue de la poésie traditionnelle lyrique, de la belle langue, musicale, rythmée, avec beaucoup d'adjectifs, qui, à mon avis, n'apporte rien de nouveau, sauf faire plaisir à l'écrivain lui-même et écrire des jolies choses. C'est merveilleux d'écrire des jolies choses, mais c'est un sport ou un travail individuellement tout à fait respectable, mais dont je ne vois pas la nécessité de la publier, en règle générale, puisqu'il y a eu de grands prédécesseurs admirables qui ont fait des choses sublimes. Et donc, bon, il y a ensuite des poésies plus, comment dirais-je, plus expérimentales, où on essaye de travailler, de jouer avec les mots et de torturer un peu la langue. La limite de l'exercice, c'est quand l'expression est tellement complexe que l'auditeur ou le lecteur ne comprend pas forcément où on veut en venir, même si ça peut être intéressant. Et puis il y a aussi toutes les poésies de performance qui sont très vivantes et joueuses et presque un petit peu du théâtre, quoi, que moi j'aime bien, mais ça dépend. Enfin, il y a à boire et à manger. Et puis il y a une poésie qui moi me semble plus intéressante, qui se nourrit, enfin, s'appuie sur un désir de travailler la langue, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin dans la langue que ce qu'on fait d'habitude, de tordre les mots, etc., mais de dire quelque chose. Et ça, c'est un mouvement qui existe actuellement. On est quand même dans une situation humaine très complexe aujourd'hui, et avec la pandémie, et avec le problème climatique, et avec les difficultés politiques, et le fait que nous sommes dans un monde qu'on est en train d'abîmer systématiquement avec une économie de la consommation et du libéralisme excessif dont tout le monde souffre. Et il y a quelque chose à dire là-dessus. C'est-à-dire, moi je trouve que la poésie a un devoir de s'exprimer aussi sur le monde, mais librement. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire des discours politiques. Il s'agit de prendre des petits morceaux du monde ou de ce qu'on ressent du monde ou des relations humaines et de dire quelque chose là-dessus qui permette d'inciter ou à ressentir que d'autres, enfin qu'il y a des difficultés vis-à-vis du monde et qu'elles sont prises en cœur, elles sont prises en charge aussi par la poésie, et aussi de proposer des sensibilités différentes, ou des réflexions, ou des actions politiques. C'est très vaste. Et là, il y a un mouvement en France, en tout cas, de poètes, j'en connais un certain nombre, qui ont à cœur de dire quelque chose. C'est-à-dire et ça me plaît. Mais tout un éventail. C'est-à-dire que parler des jolies fleurs, du vent et des arbres et de la beauté du monde, ça me semble actuellement presque indécent.
Mais on est des gens de langage en poésie. On écrit, c'est la langue, notre matériau, on est des artisans des mots. Et donc, bien sûr que c'est plus intéressant d'écrire quelque chose sous une forme qui n'a pas eu lieu auparavant. Alors là, ça. Mais si en plus, cette forme originale dit quelque chose et suscite la réflexion ou l'action, c'est bien, c'est encore mieux. Et la traduction? La traduction, d'abord, traduire de la poésie, c'est très très compliqué. Enfin, c'est un art difficile. Moi, je ne suis pas traducteur, mais par contre, j'ai participé à des traductions, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé des traductions qui avaient été faites par d'autres, enfin, en tout cas dans les langues que je connais, c'est-à-dire l'anglais, les langues scandinaves, le danois, etc. Il m'est arrivé de recevoir, par exemple, récemment, il y a un très beau livre qui est paru, qui s'appelle d'une poétesse norvégienne, qui s'appelle Ruth Lillegraven, qui s'appelle La Serpe. Et c'est une amie à moi qui traduit le norvégien, qui avait fait la traduction, qu'elle m'a envoyée pour une collection que je dirige de littérature. Et j'avais vu sa traduction, c'était pas ça. Je sais pas comment te dire, il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, c'est une très bonne traductrice cette fille. Puis je l'ai appelée, je parle norvégien un peu, enfin donc je pouvais lui expliquer ce que je voulais dire par ça n'allait pas. Et donc je lui ai dit, mais Anne-Marie, puisqu'elle s'appelait Anne-Marie, elle est décédée malheureusement depuis, j'ai expliqué mon sentiment, je lui ai dit, ça je comprends pas, regarde, tu mets ça là et tu utilises ce mot-là, moi je comprends pas, je le sens pas comme ça, j'aurais plutôt écrit ça, mais c'est toi qui es traducteur par moi. Et puis il y a un an qui est passé et elle m'a réenvoyé une traduction nouvelle qui était géniale. Enfin, j'ai parlé une demi-heure au téléphone en plus. Et tout à coup, elle y a mis, c'est quelqu'un qui connaît la langue, et tout à coup, sa traduction qui était un peu laborieuse, un peu mot à mot, qui n'avait pas saisi, à mon avis, la quintessence du poème de Ruth Lillegraven, elle en a fait un truc magnifique, mais vraiment magnifique. Et donc, ça tient à peu de choses, la finesse de traduction, mais en général, c'est très bien quand c'est un poète qui traduit un poète, ou en tout cas qui participe à la traduction d'un poète. C'est-à-dire, on peut très bien avoir une traduction faite par quelqu'un qui connaît la langue, puis une relecture avec quelqu'un qui est poète aussi, et en général, ça donne des belles traductions. C'est à plusieurs voix. Est-ce que la poésie est un besoin pour les autres? Non, je ne crois pas. Mais une nécessité, oui. Un besoin, peut-être pas, parce que le besoin n'est pas forcément ressenti ou diffus, mais c'est une nécessité. C'est-à-dire la position de traverser le monde par un langage de sensibilité et de finesse dans la description ou dans l'expression non logique des choses, oui, est une nécessité humaine. C'est-à-dire, si tu ne vis que de façon véhiculaire, de communicante, logique, il y a tout un pan du monde, de la sensibilité du monde qui t'échappe. Et tous les gens sont capables de ressentir cette chose-là, mais très souvent, ils n'ont pas les mots, on ne leur a pas fait connaître, ils n'ont pas l'occasion de rencontrer ça. Et ils n'ont pas la disponibilité, ou mentale, ou physique, ou tout simplement parce qu'ils travaillent tout le temps, ou ils ont des soucis matériels. Mais la position de... Oui, il y a une nécessité, un désir, je ne sais pas, mais une nécessité. Je vais lire un tout petit extrait de Concession chinoise, qui est un livre sur la Chine. Je vais lire 2 textes, si tu veux. Pavillon du disciple des brumes, 2 heures de l'après-midi, personne. Les chemins pavés de ciment, les montagnes de Jihuangshan entourent, cachées dans les nuages, secrètes, immuables. Les branches des grands arbres sont des calligraphies. On entend le vent dans les pins, les oiseaux chantent, les ailes gorgées de pluie. Dans le brouillard mouvant, on ne distingue pas les sommets, parfois une fleur. Tout est vert, les cascades en bas grondent, partout
vasques, bassins, sur des chemins de silence, nuées humides, le yang a pris la main, le téléphérique se balance à chaque pylône. C'est un livre où il y a quelques photos et quelques... Ce sont les lettres chinoises. Chinoises, oui, tout à fait. Et un dernier, passé 25 siècles, le temps ne compte plus. Ainsi, les concubines du marquis de Yi nous semblent si proches. Dans le jardin du maître des filets, le lien appelle l'esprit, tout doucement disparu, vidé, mais revenant par effraction, fidèle, le peintre n'a pas quitté la place, son bureau de bois ferme l'attend. Voilà, et donc là, c'est certains mots du poème.